Alerte de mars 2020. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 3 de mars 2020. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Emploi d'un salarié à domicile. Les services à la personne ouvrant droit à l'avantage fiscal doivent être rendus à la résidence du contribuable, à savoir au lieu où il est susceptible d'habiter, lequel ne s'étend pas aux autres biens et locaux dont le contribuable est propriétaire. Dans ce contexte, l'administration vient de préciser que les travaux d'entretien de sépulture dans un cimetière n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile. Gain de cession perçu en 2 fois. Le dirigeant salarié d'une société cède des bons de souscription d'actions de cette société à une autre société dont il est également le dirigeant et dont il détient indirectement le capital avec ses frères et sœurs. La convention de cession prévoit que le prix sera versé pour les 2 tiers lors de la cession et pour 1 tiers au plus tard, 1 an après la date de cession. Dans ces circonstances, ce dirigeant doit être regardé comme ayant eu la disposition de l'intégralité du prix dès l'année de la cession, même si une fraction n'a été effectivement versée que l'année suivante. En effet, ce dirigeant pouvait lui-même décider de la date à laquelle le solde du prix lui serait versé, et il ne se prévalait d'aucune circonstance de nature à faire obstacle au versement de la somme correspondante au cours de l'année de la cession. Avance en compte courant. Sont considérés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. Lorsque le compte courant d'associé est débiteur, l'associé n'est pas imposé sur les prélèvements effectués, mais sur la seule variation positive du solde débiteur constaté au cours de l'année civile. Du coup, en cas de variation négative du solde débiteur, l'associé ne peut pas être regardé comme ayant bénéficié d'un revenu distribué, même s'il a effectué divers prélèvements pendant l'année. Plus-value mobilière. L'administration a publié des commentaires utiles concernant la réforme du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux suite à la mise en place du PFU et des dispositions législatives intervenues depuis. Nous relevons notamment les précisions suivantes sur l'application des abattements. Les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du champ d'application des abattements proportionnels pour durée de détention. Ne sont pas éligibles aux abattements proportionnels pour durée de détention les titres acquis en indivision avant le 1er janvier 2018 et qui font l'objet d'un partage à compter de cette date, sauf s'il s'agit d'un partage de succession ou de communauté conjugale. Les abattements sont susceptibles de s'appliquer lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange intervenue depuis le 1er janvier 2018, en contrepartie de la remise de titres acquis avant cette date, lorsque l'échange donne lieu à un sursis d'imposition. En ce qui concerne l'abattement dirigeant, l'administration tient compte de la jurisprudence et considère désormais que, dans l'hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l'un avant la cession et l'autre après, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à 48 mois entre les 2 événements. Les abattements proportionnels et l'abattement fixe ne peuvent pas être cumulés au titre d'une même cession. Toutefois, lorsque le cédant vend en une seule fois
plus de 50% des droits de vote sans céder l'intégralité de sa participation, la règle de non-cumul ne s'applique qu'aux gains afférents à cette cession. Communauté universelle sort des donations. Un époux marié sous le régime de la communauté universelle a effectué des dons au profit d'une femme avec laquelle il entretenait une relation adultère. À son décès, l'épouse demande la nullité des donations consenties à cette concubine et la requalification en donation indirecte des contrats d'assurance sur la vie la désignant comme bénéficiaire. Sur le premier point, les juges prononcent l'annulation des donations. En effet, si certains des fonds donnés proviennent des revenus professionnels de l'époux, ils sont devenus des économies et ne constituent donc plus des gains et salaires. Par conséquent, les donations ainsi consenties, sans l'accord de l'épouse, doivent être annulées. Sur le second point, la Cour de cassation casse l'arrêt qui requalifie en donation indirecte les contrats d'assurance sur la vie pour en prononcer la nullité. En effet, en l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat. Taxe sur les véhicules de société. Pour le juge administratif, même lorsqu'une entreprise est privée de la jouissance d'un véhicule retenu judiciairement par un créancier, cela ne permet pas de l'exclure du champ de la taxe sur les véhicules des sociétés. Amende pour facture de complaisance. L'amende pour facture de complaisance peut être infligée à la personne destinataire de la facture dès lors qu'elle participe sciemment à l'opération de fraude. Pour le Conseil d'État, tel peut être le cas d'un client qui ne vérifie pas l'inscription au registre du commerce et des sociétés de l'émetteur d'une facture. Oui, et notons au passage que le Conseil d'État a confirmé dans cette décision que le CGI permet d'infliger l'amende pour facture de complaisance aussi bien aux fournisseurs qu'aux bénéficiaires. Modalité de contrôle du CIMR. Le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, le CIMR, qui a accompagné l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, a été institué afin d'éviter un double prélèvement de l'impôt en 2019. Ce crédit d'impôt est accordé au titre des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçu ou réalisé en 2018. Le CIMR constituant un dispositif exceptionnel, la loi a prévu des modalités particulières de contrôle des revenus déclarés au titre de l'année 2018. L'administration, qui peut rectifier jusqu'en 2022 le montant du CIMR accordé au titre des revenus de 2018, a récemment annoncé qu'elle se montrera compréhensive à l'égard des contribuables s'étant de bonne foi mépris en 2019 sur leurs obligations déclaratives. Contrôle fiscal, données ouvertes des plateformes en ligne. Nous pensons utile de vous proposer un rapide focus sur cette disposition de la LF 2020 qui autorise à titre expérimental l'administration fiscale et l'administration des douanes à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés les contenus librement accessibles publiés sur Internet par les utilisateurs de plateformes en ligne afin de détecter les comportements frauduleux. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Précisons que ne sont pas librement accessibles les contenus accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou inscription sur le site Internet en cause. Seules les données mises en ligne par les utilisateurs eux-mêmes
peuvent faire l'objet d'une collecte. Les opérateurs de plateformes en ligne sont ceux proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. Sont donc couverts par le dispositif les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, et les sites de vente en ligne, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Les manquements et infractions recherchés sont l'activité occulte et la fausse domiciliation à l'étranger en matière fiscale, ainsi que la contrebande et la vente de produits contrefaits en matière douanière. Interrogé sur les axes prioritaires de recherche, le gouvernement a indiqué qu'en matière fiscale, le traitement de données envisagé doit permettre, d'une part, de mieux lutter contre l'économie souterraine en facilitant la détection d'activités occultes, c'est-à-dire réalisées par l'intermédiaire d'entreprises non immatriculées et ne déclarant pas leurs revenus, ou sous couvert de sociétés en sommeil qui, bien qu'immatriculées, s'abstiennent de déposer leur déclaration. Et d'autre part, de détecter plus facilement les fausses domiciliations à l'étranger de personnes physiques. En matière douanière, le traitement aura pour but de détecter les réseaux de commercialisation de marchandises importées non déclarées ou dont la valeur est sous-évaluée, mais également de marchandises de fraude, comme les contrefaçons, les produits stupéfiants ou encore de tabac. Les traitements sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Rappelons que les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données. Comme c'est le cas pour l'ensemble des traitements de données personnelles, un droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements. Actualité juridique du mois, rémunération du gérant. Les statuts d'une SARL stipulent que les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. Dans ce contexte, un associé agit en responsabilité contre le gérant, estimant qu'il a violé les statuts et commis une faute de gestion en percevant une rémunération avant qu'elle soit fixée par décision collective des associés. La Cour de cassation rejette cette action. Les statuts ne précisaient pas si la décision de verser une rémunération au gérant devait intervenir pour l'exercice comptable futur ou pour celui qui se terminait, de sorte qu'il permettait que cette décision intervienne a priori ou a posteriori. Par suite, ont donc été valablement attribuées au gérant les rémunérations dont le versement avait été décidé par des assemblées générales intervenues à l'issue des exercices comptables auxquels elles correspondaient, et ce, même si les convocations des associés aux assemblées ne mentionnaient pas le vote sur les rémunérations. Oui, et rappelons que dans le silence des textes, la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Bien sûr, afin d'éviter tout litige, il vaut mieux préciser dans les statuts si la décision des associés doit intervenir ou non avant le versement de la rémunération du gérant. Révocation d'un gérant. Lorsqu'une SARL est dirigée par plusieurs gérants, l'un d'eux peut-il invoquer les fautes de gestion d'un autre pour réclamer la révocation de celui-ci? Oui, selon la Cour de cassation qui s'appuie sur les arguments suivants.
quelle que soit la répartition des pouvoirs entre les gérants. Chacun d'eux, en sa qualité de dirigeant, détenant les plus larges pouvoirs pour gérer et représenter la société, est tenu de contrôler les actes effectués par l'autre ou les autres gérants, faute de quoi sa responsabilité serait engagée à l'égard de la société pour faute de gestion. En cas de mauvaise gestion de l'un des gérants, l'autre dispose d'un droit d'opposition à toute opération projetée par l'autre gérant avant qu'elle soit conclue. S'il ne s'est pas opposé aux décisions de son co-gérant et que celles-ci sont préjudiciables à la société, l'autre gérant peut alors, comme l'indique la Cour de cassation, proposer sa révocation aux associés pour juste motif, sans qu'il puisse être opposé au premier gérant que ces faits relevaient de la responsabilité de la gérance et qu'il pouvait s'opposer aux décisions litigieuses. Un avocat peut être président du conseil d'administration d'une SA. L'exercice de la profession d'avocat n'est plus incompatible avec la fonction de président du conseil d'administration d'une société anonyme. Encore faut-il que l'avocat nommé président du conseil ne cumule pas cette fonction avec celle de directeur général de la société. Société à mission. La loi Pacte de mai 2019 a introduit le concept de société à mission. Il s'agit, on le rappelle, d'une société commerciale dotée d'une raison d'être et tenue de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux, dont l'exécution doit être vérifiée par un organisme tiers indépendant. Le décret auquel est subordonnée la mise en œuvre de cette mesure vient de paraître, ce qui permet aux sociétés d'adopter le statut de société à mission depuis le 4 janvier 2020. Ce décret précise que l'organisme chargé de vérifier l'exécution des objectifs de la société à mission ne peut pas être désigné pour plus de 12 exercices. En principe, il doit procéder à cette vérification au moins tous les 2 ans. Son avis doit être publié sur le site internet de la société et demeurer accessible au public pendant au moins 5 ans. Action sociale dans une société civile. Les associés d'une société civile peuvent exercer une action en réparation du préjudice subi par la société, action sociale ut singuli, contre les gérants de celle-ci et eux seuls. La Cour de cassation l'a bien précisé récemment en indiquant que l'action sociale exercée par un associé contre le liquidateur amiable d'une société civile dissoute est irrecevable. Interdiction de gérer. L'interdiction de gérer prononcée contre le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire et applicable à ses mandats en cours affecte-t-elle le mandat de membre du conseil de surveillance d'une société anonyme dont il est par ailleurs investi ? Non, répond la Cour de cassation. L'interdiction de gérer ne peut pas affecter les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme puisqu'ils n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire et non une fonction de direction. Responsabilité d'une procédure collective. Il est assez rare que le fournisseur d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective soit tenu pour responsable de l'ouverture de cette procédure. Tel a été cependant le cas dans la situation suivante. Une société fabrique et commercialise des pochettes en plastique auto-adhésives. Entre novembre 2004 et début 2005, elle se plaint auprès du fabricant de colle qui la fournit que la nouvelle formule du produit ne présente pas les qualités adhésives requises au point que plusieurs millions d'articles lui ont été retournés par ses clients. Elle poursuit en vain le fabricant en réparation et elle est mise en redressement judiciaire en juillet 2005, puis, après avoir bénéficié d'un plan de continuation,
en liquidation judiciaire en 2009. La Cour de cassation a retenu la responsabilité du fabricant. L'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par ce dernier dans la fourniture d'une colle défectueuse et la mise en liquidation judiciaire de la société résultait notamment du refus du fabricant de reconnaître sa responsabilité autrement que par les voies judiciaires, ce qui avait placé la société dans l'impossibilité de répondre du passif exigible, au point qu'elle avait dû être mise en liquidation judiciaire. Faute postérieure au redressement judiciaire. Le dirigeant d'une société mise en redressement puis en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter l'insuffisance d'actifs à raison des fautes de gestion commises entre l'ouverture du redressement et celle de la liquidation, en particulier une absence de comptabilité et d'approbation des comptes. Retrait et blocage de la provision d'un chèque est puni de lourdes sanctions pénales le fait pour toute personne, après l'émission d'un chèque, de retirer tout ou partie de la provision ou de faire défense au tiret de payer. Voici une illustration de principe. Le dirigeant d'une société émet 4 chèques pour un montant total de 115 000 € au profit d'un prestataire de la société. Mais, à la suite d'une détérioration des relations entre les parties, le dirigeant fait défense à sa banque de régler les chèques émis, puis il retire la provision de ces chèques. Ce dirigeant a été logiquement déclaré coupable du délit de blocage du chèque et du délit de retrait de la provision dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Oui, et en plus de ces sanctions pénales, les juges d'appel ont aussi condamné à rembourser aux bénéficiaires le montant de ces chèques, soit 115 000 €. Mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation. L'action civile en remboursement de la créance, que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même, c'est-à-dire la société. Sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, les juges ne pouvaient donc pas ordonner le remboursement d'une créance contractuelle préexistante dont la seule débitrice était la société. Bail commercial et indemnité d'éviction. En cas de démembrement de propriété, seul l'usufruitier a la qualité de bailleur. Dès lors, seul l'usufruitier doit payer l'indemnité d'éviction due au locataire commercial, même si le congé avec refus de renouvellement a été donné conjointement par l'usufruitier et le nu propriétaire. Responsabilité d'une société mère. Un propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à une filiale demande à la société mère, après résiliation du bail, de lui régler les sommes dues par la filiale en difficulté financière en invoquant l'immixtion de la société mère dans les rapports qu'il entretenait avec la filiale. Et cette demande a été accueillie, car la société mère avait créé une apparence trompeuse propre à permettre au bailleur de croire légitimement qu'elle s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du bail. En effet, la société mère était intervenue à plusieurs reprises après le non-paiement des loyers pour proposer des solutions de règlement amiable. De plus, le dirigeant de la mère avait indiqué qu'il allait intervenir personnellement auprès des services comptables de la filiale afin de faire régler l'arriéré des loyers. Tous les courriels relatifs à la fin du bail avaient été échangés entre le bailleur et le dirigeant ou la directrice juridique de la société mère. L'immixtion de la société mère dans la gestion de la filiale était donc démontrée. Responsabilité du professionnel. Pour la Cour de cassation, une clause d'un contrat de déménagement
limitant la réparation due au consommateur en cas d'avarie est présumée abusive de manière irréfragable, et ce, même si le plafond de réparation a été fixé unilatéralement par le consommateur. Une telle clause litigieuse doit être réputée non écrite. Dénigrement ou diffamation. L'action en diffamation est possible lorsque les propos litigieux visent une personne physique ou morale. Mais il n'y a pas diffamation mais dénigrement lorsque les appréciations, même excessives, touchent uniquement des produits ou des services d'une entreprise. Une illustration. Une auto-école agit en responsabilité contre l'un de ses anciens salariés auquel elle reproche d'avoir commis des actes de dénigrement en publiant 6 mois auparavant un avis négatif la concernant sur un réseau social. Le commentaire fait notamment état de l'incompétence de ses moniteurs, d'un défaut de pédagogie, d'une recherche de profit au détriment des besoins et de l'intérêt des clients, de l'absence d'apprentissage réel de la conduite et d'une logique purement mercantile. L'ancien salarié riposte en indiquant que ces propos relèvent de l'action en diffamation, soumise au délai de prescription de 3 mois, et il soulève l'irrecevabilité de la demande formée après l'expiration de ce délai. Le tribunal de grande instance de Nanterre rejette cet argument et il juge au contraire que les propos litigieux s'inscrivent dans le registre du dénigrement et non pas de la diffamation. Il visait distinctement la qualité des services proposés par l'auto-école dans le but d'inciter une partie de la clientèle à s'en détourner. Il ne portait pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale exploitant l'auto-école. Par suite, le tribunal a condamné l'ancien salarié à verser 1 000 € à l'auto-école en réparation du préjudice moral qu'il lui a causé et il a ordonné la suppression du commentaire litigieux sous astreinte. Réforme de la justice, la procédure accélérée au fond est applicable. L'ancienne procédure en la forme des référés a été remplacée par une procédure uniformément appelée procédure accélérée au fond. Cette réforme s'applique aux demandes en justice introduites depuis le 1er janvier 2020 devant toutes les juridictions judiciaires, tribunaux judiciaires, ex-tribunaux de grande instance et d'instance, tribunaux de commerce, tribunaux des baux ruraux, conseils des prud'hommes. En fait, lorsqu'une loi ou un règlement prévoit qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, et à moins qu'il en soit disposé autrement, la demande doit être formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes. Elle doit être portée par assignation à une audience tenue au jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale et le juge peut renvoyer l'affaire devant la formation collégiale à une audience dont il doit fixer la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond. À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste, à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et peut être frappé d'appel, à moins qu'il n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'il n'ait été rendu en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Les délais d'appel ou d'opposition est de 15 jours. Dans la plupart des textes réglementaires, la procédure accélérée au fond est substituée à l'ancienne procédure en la forme des référés. On relève toutefois certaines exceptions. En cas de demande de relevé de forclusion pour exercer un recours contre un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, le président de la juridiction compétente doit maintenant être saisi par voie d'assignation.
De même, l'assignation en la forme des référés est remplacée par une assignation ordinaire dans certaines procédures familiales. La désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion d'une SARL ou d'une société par action, qui était soumise à une procédure en la forme des référés, obéit désormais à la nouvelle procédure. De la même façon, la désignation dans une société civile d'un mandataire chargé d'effectuer une formalité omise ou irrégulièrement accomplie, ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification des statuts, est remplacée par la nouvelle procédure accélérée au fond. Voici maintenant l'actualité sociale du mois. Droit à retraite complémentaire des auto-entrepreneurs. Dans une décision ayant fait l'objet d'une large diffusion, la Cour de cassation a rejeté en janvier dernier le recours de la CIPAV contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles l'ayant condamné à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par un auto-entrepreneur sur les années 2010-2014 et à réviser en conséquence le montant de sa pension, car la CIPAV avait minoré les droits à retraite complémentaire de l'auto-entrepreneur. La CIPAV a pris acte de l'arrêt de la Cour de cassation, mais elle en minore les effets. Elle estime que sa portée est limitée à la situation particulière du requérant et pour une période antérieure à 2016. Dans ces conditions, la CIPAV indique qu'elle va maintenant se rapprocher des services de l'État pour définir les actions à mettre en œuvre à la suite de cette décision et examiner les points de droit qui n'ont pas été tranchés. Pension de réversion. Les montants annuels de ressources à ne pas dépasser en 2020 pour obtenir une pension de réversion sont fixés pour une personne seule à 21 112 € et pour un ménage à 33 779 € 20 centimes. Notez à ce sujet que, depuis le 30 décembre 2019, le droit à pension de réversion du régime de base est supprimé pour le conjoint survivant qui y est ou a été condamné pour avoir commis des violences envers l'époux défunt. Il en est de même pour la pension de veuve ou de veuf ouvert aux conjoints survivants invalides. Contrôle URSSAF et mise en recouvrement. Pour les contrôles engagés depuis le 1er janvier 2020, le cotisant peut demander que son délai de réponse aux observations soit porté à 60 jours. Dès lors, la mise en recouvrement peut désormais intervenir en l'absence de réponse du cotisant au terme de son délai de réponse, en cas de réponse du cotisant avant la fin du délai imparti, à la date d'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement. La mise en recouvrement peut donc être engagée sans attendre, le cas échéant, l'expiration du délai imparti au cotisant pour répondre. Mise en demeure de l'URSSAF. Si la mise en demeure de l'URSSAF n'indique pas le délai d'1 mois pour régler les sommes réclamées, le cotisant peut demander au juge de l'annuler. Certes, mais on rappelle que l'annulation de la mise en demeure ne libérera pas nécessairement le cotisant de l'obligation de régler sa dette. En effet, si les sommes réclamées ne sont pas prescrites, l'URSSAF peut régulariser la situation en renvoyant une nouvelle mise en demeure comportant les indications requises par la loi. CDD d'usage. Un rappel jurisprudentiel. Il appartient toujours à l'employeur de rapporter la preuve du caractère temporaire de l'emploi qu'il a pourvu en recourant à des contrats à durée déterminée successifs. Prenons l'exemple d'un secteur d'activité où il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée
celui de l'activité d'enquête et de sondage. Il incombe alors à une société dont l'activité d'enquête et de sondage correspond à l'activité permanente et qui a recruté un salarié pour effectuer les tâches inhérentes à cette activité, d'établir que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec ce salarié pendant une période de près de 4 années consécutives n'avaient pas pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale. Taxe de 10 € sur les CDD d'usage. La loi de finances pour 2020 a mis en place une taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits d'usage. La taxe concerne les employeurs du secteur privé, y compris ceux ayant adhéré à un dispositif de titres simplifiés tel que le titre emploi-service entreprise ou agricole ou forain. Elle s'applique également aux employeurs de salariés détachés et de salariés expatriés relevant de la filiation obligatoire au régime d'assurance chômage. La taxe s'applique aux CDD dits d'usage, à l'exception des CDD d'usage conclus avec les intermittents du spectacle, des CDD d'usage conclus par les associations intermédiaires relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique, des CDD d'usage conclus avec les salariés dockers occasionnels, des CDD d'usage conclus dans les entreprises relevant des secteurs du transport de déménagement, de l'animation commerciale et de l'activité d'optimisation de linéaire. La taxe de 10 € est forfaitaire. Elle est due pour chaque CDD d'usage, indépendamment de sa durée, du secteur d'activité et de la rémunération versée. Elle ne s'applique pas au renouvellement du contrat, c'est-à-dire à la prolongation de la durée du CDD d'usage par avenant au contrat initial ou en application d'une clause du contrat. En revanche, elle s'applique de nouveau en cas de conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. La taxe s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, les contrats conclus avant cette date ne donnent pas lieu au versement de la taxe, y compris pour les périodes d'emploi effectuées à compter de cette date. CDD de remplacement, nouvelle illustration d'un principe important. Le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée pendant son congé de maternité stipule que, dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressé, qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle. Si, dans ce contexte, l'absence de la salariée remplacée, bénéficiaire d'un congé parental, s'est prolongée à l'issue du congé de maternité, la rupture du contrat à durée déterminée intervenue à l'issue du congé maternité constitue une rupture anticipée et injustifiée. Requalification d'un CDD. L'action en requalification du CDD en CDI obéit à la prescription de 2 ans prévue pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail. Notez avec attention que, si cette action en requalification est fondée sur le motif de recours, son point de départ est constitué par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrat successif. Si la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. Enfin, retenez que le salarié peut demander, sous 3 ans, des rappels de salaire au titre des périodes intermédiaires, et ce, depuis le premier contrat à durée déterminée irrégulier. Résiliation judiciaire. Dès lors qu'elle a constaté que l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié, mais qu'il ne l'a pas licencié,
Une cour d'appel ne peut pas débouter ce dernier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Oui, l'absence de fourniture de travail par l'employeur est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, peu important, comme l'a retenu à tort la cour d'appel, que le salarié ne s'était plus tenu à disposition de son employeur en ayant été embauché à temps partiel par une autre entreprise. Prise d'acte de la rupture au tort de l'employeur. Normalement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui ne peut pas être le cas en principe de manquements anciens. En pratique, le salarié a intérêt à agir vite en justice. En effet, le temps écoulé entre la date des manquements imputés à l'employeur et la prise d'acte constitue pour le juge un élément d'appréciation essentiel dans la détermination de la gravité des faits empêchant la poursuite du contrat de travail. Mais à ce principe, il y a une exception. L'absence de réaction d'un salarié pendant une certaine durée à un ou plusieurs manquements de l'employeur ne suffit pas pour autant à faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission. En d'autres termes, le juge ne peut pas écarter les manquements au seul motif de leur ancienneté. Il lui appartient d'en apprécier la réalité et la gravité et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Ainsi, la Cour de cassation vient de juger que les juges du fond peuvent décider que des manquements anciens ayant persisté pendant 20 ans, humiliation, menaces, surcharge de travail, etc., et ayant conduit le salarié à l'épuisement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat au tort de l'employeur. Discrimination et inégalité de traitement simultanée. Pour la Cour de cassation, si l'interdiction des discriminations en raison du sexe et en raison des activités syndicales, ainsi que les obligations résultant du principe d'égalité de traitement sont distinctes par leur objet, la méconnaissance concomitante de chacune d'elles n'ouvre droit à des réparations spécifiques que dans la mesure où cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts. Nullité d'une rupture conventionnelle. N'est pas valide la rupture conventionnelle signée alors que le salarié est dans une situation de violence morale en raison d'un harcèlement et des troubles psychologiques qui en sont découlés, cette situation caractérisant un vice du consentement. Tel est le cas si une salariée de retour d'un congé de maternité a été rétrogradée et victime de la part de son employeur de nombreux propos misogynes et agressifs, ainsi que de demandes répétées de ce dernier pour qu'elle quitte l'entreprise, cette situation constitutive d'un harcèlement ayant occasionné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Rappelons d'une part que l'annulation d'une rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part que, lorsqu'une rupture conventionnelle est annulée, les sommes versées à ce titre ne sont pas dues. Elles doivent donc être remboursées à l'employeur. En pratique, elles sont déduites du montant des sommes dues aux salariés au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en avril prochain. À bientôt!